Eh bien, bonjour à tous et à toutes et à tous et à tous. Je- Et à toutes. C'est impossible de se concentrer. Et ben bienvenue dans cette vidéo 1000 abonnés de la chaîne, un tout petit peu en retard. On a 1195 maintenant, si je ne me trompe pas. Ouh. Merci d'être aussi présent pour nous écouter et nous regarder, dire des conneries ou faire des conneries. On profitait de Nouvel An, c'était venu nous voir, ça me fait très plaisir. Moi aussi, Chouette. ça me fait très plaisir. Et on s'est dit qu'on allait se casser le cul à transformer mon bureau en studio d'enregistrement pour pour vous enregistrer une petite vidéo, du coup, Hmm, avec toutes les questions que vous nous aviez posées. c'est ça. C'est ça, ouais. Bon, on avait fait déjà un petit enregistrement, mais on avait fait une captation où j'étais crevé et complètement malade. Et du coup, bon, le rendu était pas ouf et du coup, bah, on a profité de ce nouvel an pour refaire cette captation et du coup bah, répondre aux questions qui nous avaient été posées et pas mal de questions hein, au final. T'es obligé de faire un peu de tri. Ouais ouais, un peu de tri, donc voilà, bon, on les a classés un peu dans une temporalité, ben, on espère que ça va vous plaire, voilà, c'est un truc un peu détente et puis voilà. Donc juste les gnous. Ouais, Et on n'a pas mangé, donc quoi. c'est avec ça on peut aller en chercher. Allez, on va commencer à la toute première question qui nous a été posée et qui paraît être la plus logique. Pourquoi est-ce qu'on a monté le podcast et d'où nous vient l'idée du pince-crâne? Alors, j'ai monté le pince-crâne parce que j'avais envie d'un... Déjà, je suis grand consommateur de podcasts. Et ensuite, j'avais envie d'une émission à la Podcaster Mage, mais dans une version casual. Et aussi, enfin, qui parlerait du coup à l'autre public de Magic auquel le Podcaster Mage s'adresse pas vraiment finalement. Et aussi avec le prisme du commandeur. Euh, je voulais aussi ramener toutes les discussions que je trouvais pertinentes sur les Discord, bon, sur les Discord ou même sur les forums ou sur les internets dans leur globalité. Je voulais les ramener à un format audio et essayer de les diffuser et de faire essayer de travailler l'esprit critique de chacun et de montrer que ça soit Magic ou même le commandeur, en fait, on est très très diversifié. Il n'y a pas vraiment un son de cloche, il y en a beaucoup. Et voilà, l'idée c'était de ramener un petit peu de pertinence dans les discussions et de les transmettre. Et du coup, la question qui suit un petit peu et qui est dans la suite de la logique, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi cette carte comme mascotte? Alors, le nom du podcast, il vient d'un apéro que j'avais fait avec un pote à moi, où en fait je brainstormais un petit peu pour trouver un nom. Et le pince-crâne, c'était un peu l'évidence parce que en termes de sonorité, c'est chouette pour parler de débat, pince-crâne, la prise de tête, voilà. Et puis c'est surtout une carte qui est emblématique, hein, que ce soit de Magic, parce qu'elle a été jouée slash bannie dans beaucoup de formats. Et en commandeur, c'est absolument une excellente carte aussi. Donc pour moi, voilà, le symbole était plutôt là. De choisir les cartes habituelles, Arcane Signet, Sol Ring, La tour tour de de commandement, commandement, ce genre de choses. Ouais. oui, non, c'est parce que ouais, la carte me plaît, Mm. la carte me plaît tout simplement. Si ça te va, je vais répondre à la prochaine question. Je Vas-y. fais les questions et les réponses. En général, on sait qu'on adore les gens qui font ça. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Alors, petite rétrospective sur mon parcours YouTube. Bon, je pense qu'il y a plein de gens maintenant qui le savent, mais j'étais à la tour de commandement à un moment. Et il m'est arrivé du coup d'aller à un GP, le GP Lyon, où on était du coup dans la command zone avec Emeric, avec une grosse partie de l'équipe. Et, euh, et il s'avère que j'ai rencontré un certain Sébastien dans la command zone par pur hasard, parce qu'évidemment, je jouais en commandeur, quoi. Et je me souviendrai encore de ce que je jouais, parce que je jouais mon grand calcutron. C'est vrai. Je jouais mon grand calcutron à bord gris, qui était un deck infernal, mais dans lequel il n'y avait que des cartes à bord gris. C'était un peu mon leitmotiv. C'était le moment aussi où Unstable était plus ou moins déjà sorti, et
On était en mode, Ouah, des créatures légendaires à bord gris, on peut faire un commandant avec, c'est trop bien. Et voilà, donc mon deck était nul à chier. Mais je me souviens qu'on avait joué ensemble, toi t'avais trouvé C'est vrai. l'idée géniale. Ouais, j'avais même passé un bon moment. Enfin, c'était plutôt chouette de jouer contre, hein, même. Hein. Mm. Et voilà, et du coup on s'est rencontrés là, et je n'avais absolument aucune idée de qui c'était à l'époque. Ouais, le podcast n'avait pas du tout été lancé à l'époque, mais on s'était déjà croisé un petit peu sur les internets à discuter. Mais effectivement, t'avais pas remis Non. mon visage avec le pseudonyme. Je ne savais absolument pas qui t'étais, et pour moi, l'ombre, enfin, il n'y avait même pas une ombre de podcast dans ma tête, quoi. Et c'est plus tard où j'avais fait un petit événement à Metz. Je t'avais invité d'ailleurs, Hmm. un peu comme ça. On avait déjà commencé à discuter ensemble. Ouais, et puis t'étais intervenu dans un épisode aussi. C'est vrai, tout à fait. J'étais intervenu dans l'épisode sur la Color Pie, Tout à fait. qui était un sujet que j'aimais vraiment beaucoup et que j'avais eu envie d'aborder. Et du coup, je t'avais invité à Metz, on avait discuté en long, en large et en travers Mhm. dans la chambre du Airbnb et voilà, et c'est né un peu comme ça au final. Après, je me suis lancé où j'ai animé mon premier épisode du Pince Crâne sans toi. Ouais, C'était avec Bandy et le vrai Charles. et le vrai Charles, ouais. Sur l'argent, Mm. sur Magic, ce jeu de riche, quoi. Et c'était absolument pas stressant, j'étais tout à fait dans mon événement, dans mon élément, je savais exactement ce que je faisais. J'en ai chié, c'était horrible. Et voilà, enfin, en gros, c'est un peu l'histoire de notre rencontre, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, on s'était même croisé du coup à 2 GP. À 2 fois le GP Lyon, en fait, qui était l'un à la suite de l'autre. Donc le premier où effectivement on a joué Grand Calculation et tout machin. Et le deuxième, c'était à l'époque de Terros, dernier du nom, donc par-delà la mort. Et, euh, et là, là aussi, on s'est recroisés, on avait rediscuté, rejoué. Et, voilà. Ok. Moi, je me souviens que j'avais pas du tout participé à la commande. J'avais payé mon PAF pour la commande zone et j'avais fait que du draft Mystery Booster. Hmm. Convention. J'étais super content. Question suivante. Question suivante. Ça reprend du coup un peu aussi avant. Comment est-ce qu'on choisit nos invités? Alors, il y a comment on choisissait nos invités et comment on choisit nos invités actuellement. Euh, Au début, on était parti sur la base de, en fait, si une personne a des propos pertinents, on les invite et on leur donne un auditoire. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, on se rend compte que quelqu'un qui est potentiellement à l'aise à l'écrit ou même comme ça, en fait, lors d'un enregistrement, il n'y arrive pas forcément. Que ça soit parce qu'il se met de la pression, ou parce qu'il a des problèmes d'allocution, ou alors tout simplement parce qu'il a du mal à exprimer ses idées. Pas pour jeter la pierre aux gens, hein, mais globalement, ça peut nuire. Ça peut nuire à un enregistrement, ça peut nuire en fait à la qualité d'écoute d'un podcast. Donc du coup, maintenant, quand même, je cherche en fait les deux critères. C'est-à-dire que je cherche une personne qui a des propos pertinents à dire et aussi qui arrive à les exprimer oralement, parce que j'estime que ça a pu nuire à la qualité de certains épisodes où moi-même j'étais pas satisfait de mon travail parce que j'arrivais pas à amener la personne à ce qu'elle s'exprime normalement. Et du coup, maintenant, on réfléchit un peu plus à ça. Beaucoup de guests. Enfin, c'est chouette d'avoir des guests. C'est chouette. Et puis, en fait, globalement, c'est des personnes qui regroupent déjà ces deux caractéristiques souvent. Parce que vu que c'est potentiellement des gens qui font de la création de contenu, ils ont la qualité d'expression. Et ils ont des choses à raconter. Et ils ont des choses à raconter. Et un vécu dans Magic. Enfin, c'est le cas de plein de gens, hein, mais c'est vrai que le côté élocution il est important pour l'utilisateur final, à savoir vous, en fait, juste que la personne ne cherche pas trop ses mots, quoi. C'est dommage, enfin, non, c'est pas dommage, c'est difficile un peu d'en parler sans trop jeter la pierre aux précédents invités qu'on a pu avoir et qui n'étaient pas forcément à l'aise. Et je pense que quelque part, moi, je suis un peu désolé pour eux d'avoir eu à subir cette expérience, parce que peut-être pas forcément à l'aise non plus. J'en sais rien, hein, mais... Ouais, en vrai, je pense que tu vois, avec plus de préparation ou avec des trucs en off, ça pourrait se faire. C'est plus de travail, hein, forcément, mais ça reste tout à fait possible. C'est pas dit que ça se fasse pas. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'essaye de passer plus maintenant à un format avec un invité plutôt que deux.
Euh, Déjà pour que les échanges se fassent un peu mieux, il y a aussi des questions techniques. Parce que c'est forcément une chasse à monter supplémentaire. Voilà, les personnes font pas forcément tous leur réglage correctement, du coup bah faut essayer de raccorder les wagons et bah, des fois c'est un peu la purge. Mais c'est aussi pour que l'invité puisse un peu plus exposer ses idées et que bah, si nécessaire je puisse m'amuser à faire l'avocat du diable et bah, essayer d'amener de nouveaux propos quoi. D'où l'intérêt aussi d'avoir des créateurs de contenu, c'est qu'en général, ils ont du bon matos. Ouais voilà, ça aussi Et c'est qu'ils savent ce qu'ils font. un sacré Moi, avantage. j'aimais bien cette idée. Pour moi, toi, dans le pince-crâne, au moment où tu m'avais recruté, et même encore aujourd'hui, j'aimais bien ce côté vraiment pince-crâne et de faire se rencontrer des gens aussi d'univers différents et qui ont des propos différents. Et ça, c'est une discussion qu'on avait déjà eue aussi, mais c'est vrai que c'est difficile de se mettre un peu en recul et de laisser ces deux personnes-là discuter, vraiment juste animer en fait le débat entre les deux, parce qu'on a forcément des choses à raconter, on a forcément des choses à dire. On est tous les deux des grandes gueules. Mais c'est vrai que c'est. Avoir trois invités, enfin trois personnes pardon, dans un podcast, c'est vrai que c'est compliqué un peu à gérer, quoi. C'est difficile de se passer la parole, quoi. De toute façon, que ça soit deux ou trois, il y a des avantages et des inconvénients. À deux, on peut vite se retrouver dans un consensus où en fait, bon, bah, en fait, on est tous les deux d'accord sur le sujet et bah, du coup, c'est dur de l'alimenter et de rebondir. Là où à trois, ça sera peut-être plus facile, où il y aura plus de dissension et du coup de pertinence. Mais bon, écoute, voilà, faut trancher, c'est pas dit qu'il n'y aurait pas deux invités qui repopent, puis un, puis deux. De toute façon, ça sera un peu au feeling et au Bon, sujet. c'est ça. En fait, je pense que la meilleure réponse à la question, c'est genre, on fait ça au feeling, quoi. On fait Ouais, ça à l'envie. c'est un peu ça. Mais voilà, les critères principaux sont ceux-là. Mm. Comment on recrute les invités, pertinence des propos, qualité d'élocution, et c'est à peu près tout. Il faut qu'il ait beaucoup d'abonnés. Ça nous permet, nous, d'avoir plus d'abonnés. Ouais. Bravo. Merci, Younes. Question suivante. Alors, j'aime bien cette question parce elle est un peu ambivalente. Est-ce que le podcast marche bien pour vous? Bah oui. En fait, dans la mesure où je produis ce que j'ai envie de produire et que j'arrive à avoir des interactions avec des auditeurs, des viewers, moi je suis plutôt satisfait. Euh, j'ai pas vraiment vocation à me comparer aux autres créateurs de contenu. Euh, J'estime que ce qu'on produit nous est propre et que bah en fait il plaît à moins de gens, s'il est moins tout public, bah ça me dérange pas. Je pense que le succès, il faut pas le mesurer en termes de quantité. Enfin, c'est con, mais il faut pas le mesurer en termes de quantité, mais en termes de qualité et surtout en termes de ressenti. Est-ce qu'on est content de ce qu'on produit? Oui. Ouais, Enfin, ouais, moi, je suis ouais. content des épisodes qu'on fait, en tout cas. J'ai trouvé qu'on avait des intervenants qui étaient hyper intéressants. Mhm. On a réussi à trouver des sujets aussi qui nous plaisaient et dont on avait envie de parler. Et puis, je pense que ça s'arrête là, en vrai. Je pense que plus toi que moi, t'as énormément progressé aussi d'un point de vue technique. Oui. Moi aussi, en vrai, hein, j'ai découvert des trucs, même encore aujourd'hui, on découvre le setup d'aujourd'hui, quoi. Mais, euh, mais je pense que la réussite, il faut vraiment qu'elle soit personnelle. C'est hyper dangereux de se comparer aux autres, en fait, parce que sinon, c'est un trou sans fond, en fait. On en discutait avec Bandy et Skull dans le pince-crâne sur la création de contenu, et je pense que enfin, le sujet est là, quoi. C'est juste par rapport à soi-même, quoi. Ouais, et puis faut aussi comprendre qu'on est dans un milieu de niche, de niche, de niche, de niche. C'est-à-dire que déjà Magic c'est un milieu de niche, le Commander c'est encore un milieu de niche dans le milieu de niche, et on peut même continuer à creuser dans le sens où bah, le format podcast c'est un format qui est long, qui est pas destiné à tout le monde. Faut s'entendre que la plupart des gens qui écoutent des podcasts c'est plutôt une moyenne d'âge relativement haute, donc euh, la plupart du temps, c'est des plus de 25 ans. Et bah, c'est pas forcément aussi ceux qui sont le plus connectés. Donc, Ouais, ouais, c'est. Enfin, faut pas forcément. Voilà. On est trop dans un milieu de niche pour vraiment. Si vraiment on voulait faire un truc qui marche, déjà on parlerait pas de Magic. ou alors on parlait de Magic compétitif Ouais, ou d'Arena.
Oui, ou même pas de Magic. Ouais, d'Arena peut-être, effectivement. De bande dessinée, de manga, de jeux vidéo, de trucs beaucoup plus mainstream en termes de culture, quoi. C'est ça. L'idée, c'est de raconter des choses que nous, on a envie de raconter. Et si ça prend, c'est super cool. Si ça prend un peu moins, c'est pas bien grave. Et voilà, pour moi, l'idée, c'est juste ça. Et si la question, au cas où, était financière, la réponse est non, mais c'est pas le but. Hein, Et il n'y en a pas une de question financière? c'est est-ce que le podcast marche bien pour vous? Ah, ouais. Tu vois, c'est pour ça que je disais que la question était un peu ambivalente, Oui, tu vois. alors là, c'est non. Ça ne rapporte absolument rien, voire même on est clairement déficitaire, alors de pas grand chose, hein, bien évidemment, mais même sans compter potentiellement le coût du matériel, faut savoir que diffuser sur des canaux audio, il faut obtenir un lien RSS qui s'obtient pas comme ça, donc on passe par une plateforme dédiée qui le fait à notre place, et du coup ça demande un abonnement, donc forcément ça fait que ça a un coût. Et actuellement, on gagne un peu de sous de YouTube, mais à coût de 30 centimes, 40 centimes par vidéo, ce qui est absolument ridicule, ce qui paye même pas la moitié de l'abonnement pour le lien RSS. Donc, on est déficitaire, et oui, on s'en fout un peu. Le déficit est pas monstrueux, quoi. Effectivement. Un paquet de pâtes en moins par semaine, quoi. Allez, on change un peu de registre. Du coup, là, on était un peu sur le podcast en lui-même. On est plus sur des questions perso. Alors, quelle activité faites-vous à côté? Alors, tu veux commencer? Allez, je vais commencer. Je vais parler de pro et de perso, parce que je pense que c'est... Enfin, je sais pas quelle est la question, si c'est activité professionnelle ou activité personnelle, mais je suis vendeur de jeux de société, je suis ludicaire, même on dit dans le métier, à Auxerre, carte sur table, la boutique. On a déménagé il y a pas longtemps, on a une super boutique. Voilà, en gros, j'anime la communauté Magic et One Piece TCG aussi maintenant. Yu-Gi-Oh aussi, mais c'est plus mon collègue Stan qui s'en occupe. Mais voilà, je suis ludicaire, en tout cas c'est mon activité professionnelle. Et sinon d'un point de vue personnel, je pense que ça se voit derrière moi parce qu'on est chez moi, mais comme je le dis souvent, je consomme beaucoup d'œuvres de fiction, donc je lis beaucoup, de mangas, de BD, de livres, je regarde beaucoup de séries, je joue aussi beaucoup, beaucoup à des jeux vidéo et à des jeux de société. Voilà, j'aime bien la cuisine aussi. Ma nana cuisine hyper bien et moi je m'y mets aussi parce que j'aime bien ça. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, pour ma part, professionnellement, je suis en reconversion professionnelle. J'étais par le passé régisseur lumière dans le spectacle, où j'ai travaillé pour différentes sociétés, où en gros je travaillais principalement pour des gros festivals et des tournées d'artistes. Et je suis donc en reconversion dans le milieu agricole, euh, plus spécifiquement de la recherche variétale pour le maraîchage. Mais qu'est-ce que c'est la recherche variétale pour le maraîchage? En gros, c'est mener des essais euh, pour essayer de distinguer des variétés d'espèces, de légumes ou de céréales qui seraient plus propices à, par exemple, des changements climatiques ou tel type de sol ou tel type de fertilisation. Voilà. C'est des OGM, quoi. Non, c'est illégal en France. Côté perso, c'est pas vraiment quoi dire. Je suis un nerd de Magic. Je suis aussi un weeb, comme les gens disent. Et, j'affectionne beaucoup la culture, la japanimation en fait, hein, et même le milieu manga en général. Pas spécialement attaché au reste du Japon. Hein. Et j'ai pratiqué de nombreux sports. Je sais pas trop quoi dire bien de plus. J'adore la randonnée, j'adore l'escalade. Voilà. Question suivante. Est-ce que ton ancienne photo de profil Discord était une photo de ton chien? Oui, c'est ma chienne. Elle s'appelle Nimé. Elle a 5 ans, 6 ans, 5 ans. C'est un husky sibérien. Et voilà, et puis elle est adorable, c'est une vraie carpette. Puis voilà.
Elle va pas se venir à l'écran. Elle va pas vouloir. Ouais, non, elle est loin là. Ah ouais. Depuis combien de temps jouez-vous à Magic et quelles ont été vos raisons de commencer, / avec quelle couleur avez-vous commencé Magic? Alors, j'ai commencé Magic, j'étais en primaire, quelque chose comme CE1. Euh, C'était le bloc Carnage, peut-être même l'édition de base qu'il y avait juste avant. Sans dire trop de bêtises, je dirais que c'est la 7ème. Je me trompe peut-être. C'est celle avec The Rock en foil. Non, tu vois pas. Bon, tant pis. The Rocks. Ouais, le Rox. C'est une sorte de rhinocéros humanoïde le vert. Rock. Moi je voyais Pardon. l'acteur. Non. J'ai commencé à ce moment-là. Pourquoi j'ai commencé? Tout simplement parce qu'un ami de mes parents m'a refourgué ses cartes. Et je parle pas de quelques cartes, c'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Énormément de Hall Frame, enfin en tout cas de cartes, même d'avant, d'il y a plusieurs années, hein, d'à partir d'où j'avais commencé. Et puis ça m'a mis le pied à l'étrier, simplement, et j'ai un peu suivi comme ça. J'ai été vraiment très impliqué à partir du collège, donc sur l'arrivée du bloc Miraudin. Et quelle est ma couleur préférée? C'est ça? À quelle couleur t'as commencé? À quelle couleur j'ai commencé? Je dirais rouge gobelin, Ok. parce que c'était vraiment le bloc carnage, il y avait énormément de gobelins, il y avait de nouveaux lords. Sans dire trop de bêtises, je crois que c'est ça. Alors moi j'ai commencé Magic quand j'étais au collège. C'était Kamigawa, premier du nom. On sortait de Miraudin. Et j'ai pas joué longtemps à cette époque-là parce que je sais pas. J'ai commencé du coup, j'ai commencé Magic dans la cour de récré. J'avais un pote qui avait une collection monstrueuse et qui me donnait tout le temps des cartes. Et à l'époque, j'avais un deck mono vert serpent avec Séchir au loin et toute sa famille, le couloir de Roshi et tout ça. Et il m'avait même donné une épée d'eau et de feu qui était un peu stylée. Et je l'ai toujours d'ailleurs cette carte. Sueb, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais j'ai toujours ta carte. Et voilà, je bouillais à fond, c'était mauvais quoi, c'était mauvais. Quand t'as des hauts de curve à 6 en 1 contre 1, voilà quoi, le couloir d'Orochi c'est une mauvaise carte. Et j'ai pas joué longtemps, je pense que j'ai dû arrêter une fois que j'ai quitté le collège parce que j'ai déménagé, enfin, on s'en fout, mais j'ai déménagé et du coup j'ai complètement perdu de vue ce mec-là. Et du coup j'ai gardé les cartes, enfin il me les avait données donc je les ai gardées quoi, mais j'ai plus trop joué parce qu'après j'avais plus personne avec qui jouer. Et au final, un peu après, je suis retombé dans un groupe de potes qui, eux, jouaient à Magic, mais ils avaient des decks qu'ils avaient construits, qui touchaient pas. Ils jouaient plus en mode jeu de société. C'était vraiment genre, vas-y, on sort le deck oiseau contre le deck Slivoid et let's go, quoi. Mm. Ou des trucs comme ça, quoi. Et c'est tout. Il n'y a eu jamais vraiment d'amélioration de deck ou des conneries de genre. Et après, j'ai vraiment repris, enfin, j'ai fait une grosse, enfin, pareil, pas trop joué, quoi. C'était vraiment juste, ça jouait un peu, quoi. Après, j'ai vraiment repris à Magic Origins où on était avec un pote à moi sur un festival de jeux où je bossais, je faisais de l'animation, et on a vu des bundles. Et on a fait, allez, let's go. Du coup, on a acheté un bundle chacun, et les bundles à l'époque, c'était des bundles où tu avais un booster de chaque extension. D'accord. Et du coup, t'avais un booster Magic Origins, t'avais un booster Ken the Tarkir, booster. Enfin, ça devait être aussi sur la même extension avant, quoi. Et du coup, on a monté des petits decks comme ça. J'ai d'ailleurs ouvert, et cette carte m'est restée longtemps. C'est une carte qui me marque, enfin, qui m'a vraiment marqué. Nissa, Pilgrim Mage, la flip, D'accord, celle ok. qui se flip. Et c'est une carte qui m'a vraiment marqué longtemps. Déjà parce que c'était une carte qui se retournait, et du coup, genre, voilà, ça fait péter une durite quand tu découvres Magic. En plus, ça, c'était un Planeswalker. Et du coup, à l'époque, il y a la carte expliquait pas du tout la carte. Et je me souviens qu'on avait dû regarder sur internet comment ça se jouait en fait. Surtout que j'avais aussi ouvert un Onyxilis à l'époque. Du coup, je voulais jouer Golgari nul parce que je voulais juste jouer mes deux Planeswalkers dans mon deck. Et voilà. Et cette Nissa m'est restée parce que ça a été mon premier ODH. Parce qu'en fait, j'étais genre, oh, putain, mais c'est trop malin, c'est une créature légendaire, du coup, ça peut être mon commandant, et c'est un Planeswalker!
Un gros cerveau. Gros cerveau, ouais, gros cerveau. Et voilà. Et du coup, j'ai commencé Magic comme ça. Et après, quand je me suis vraiment mis à Magic, c'était Azorius Spirit sur Innistrad. Ok. Euh, Quel est votre format préféré? Commander. Multijoueur? Largement, donc, J'aime beaucoup le duel Commander, mais je préfère le Commander. Et si je devais donner une raison, ça serait que c'est le format qui exploite. C'est le format qui exploite la majorité des mécaniques du jeu. C'est là où vraiment on peut exprimer notre créativité et où on n'est pas soumis à un format en fait, à une méta. hmm. J'aime beaucoup le Commander multi, mais c'est vrai que plus j'y joue et plus j'ai tendance à retourner des fois à des formats 1 contre 1. Moi, je joue à beaucoup de formats, juste parce que j'aime bien la diversité et j'aime bien la porosité qu'il peut y avoir entre les différents formats. Genre, il y a des petites techs ou des combos que j'ai découverts en jouant en pionnier ou en moderne, Mhm. qui sont hyper intéressants du coup de ramener du coup dans le format Commander. Et inversement, le fait de jouer Commander, ça te donne une vision de board state ou de gestion de ressources qui est vraiment différente. Et ce qui est quand tu te retrouves à un contre un, bah, c'est hyper agréable parce que du coup, tu peux vraiment mettre toute ta concentration sur un truc. Euh, et du coup, voilà. Et récemment, j'ai découvert aussi le Dan Dan, que Nox n'a pas voulu tester. Que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a plus ce côté jeu de société où il n'y a pas d'inconnu. Enfin, il y a une inconnue de ce que peut avoir ton adversaire en main, mais il n'y a pas d'inconnu par rapport à ce qu'il pourrait jouer ou par rapport à quelle carte il pourrait avoir. Et donc, du coup, la réflexion est beaucoup plus fermée, que tu sais exactement ce qu'il y a dans le deck. Et du coup, j'aime bien ce petit format-là. C'est assez chouette. Puis j'aime bien ce côté un peu genre, j'ai une boîte, je la travaille tout le temps avec moi, et des fois, je la pose sur la table, on fait une partie, t'as rien besoin, en fait, t'as besoin de rien. Mhm. Et juste on joue, et voilà, puis c'est parti, quoi. Alors ça, c'est une grosse question, donc on va essayer de la synthétiser. Quelles sont nos couleurs préférées en Commander, et quelle est notre guilde de Ravnica? Alors ma guilde Ravnica c'est Golgari sans hésiter. J'aime bien ce délire de la vie et de la mort qui est un cycle, quelque chose qui me parle. Euh, mais quelles sont mes couleurs préférées en Commander? Bon, par facilité, je dirais la même chose. Et si je devais étendre un peu plus ça, je dirais Sultai en rajoutant du bleu à la combinaison Golgari. Un peu le choix de la facilité, quoi, c'est les meilleures couleurs en Commander. C'est ça. Bon, moi, ma guilde de Ravnica, c'est Azorius, hein, sans trop de surprise. Mes couleurs préférées en Commander, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien jouer à tous les formats et du coup, j'aime bien aussi jouer toutes les couleurs. Mm. J'aime bien essayer d'avoir des decks de toutes les couleurs. Bizarrement, je retombe toujours sur la mécanique de Blink, hein, mais j'aime bien essayer de jouer un peu toutes les couleurs. J'essaye d'avoir un deck. Enfin, j'ai un deck monochrome de chaque couleur, D'accord. qui est une version qui me plaît, en tout cas, de la couleur et de ce qu'elle peut faire. Et j'aime bien jouer. J'avais bien aimé monter mon deck Boros. Bon, c'est Boros Blink, hein, c'est Plume Boros Blink. Mais j'avais bien aimé monter ce deck-là, justement pour essayer de sortir un peu. Tu parlais de la créativité tout à l'heure en Commander. Mm. Et j'aime bien ce côté un peu. Ben. Tu joues pas beaucoup de couleurs et tu joues des couleurs qui sont un peu bâtardes dans la stratégie que tu veux faire. Et du coup, tu essaies de pousser le curseur un peu de ce que tu vas chercher comme carte, comme interaction, comme slot. Voilà. Je pense que ça répond pas du tout à mes questions. Du coup, si je devais répondre, mes couleurs préférées, c'est bleu, je pense, bleu et blanc. Parce que le bleu, on peut tout faire avec, et le blanc, ça reste une bonne couleur de support en Commander. Mm. J'ai mal lu la prochaine question, et du coup, c'était quel est ton plat préféré? Mais la vraie question, c'est quel est ton plan préféré? Ah, C'est quoi, du coup, ton plat préféré? la raclette. La raclette, ok. Mon plan préféré, je dirais Mirodin. Et j'aime bien le passif de ce plan, le fait que, en tout cas du point de vue lore, hein, surtout, que
il a été créé par Karn et qu'au final, ce qu'il a laissé sur ce plan a pris vie de lui-même. Puis le fait que ça soit un plan entièrement mécanique, et puis même aujourd'hui que ça soit la nouvelle Phyrexia. J'aime bien l'évolution de ce plan, parce que je trouve que c'est une vraie entité. Et aussi certainement parce qu'il y a un affect nostalgique. Je pense que c'est mon plan préféré. J'allais te demander justement si c'était Mirodin avant ou après, mais c'est vrai que ouais, dans la globalité. Dans la globalité. L'histoire, le fait que ça soit Argentum qui devienne Mirodin, qui devienne New Phyrexia. D'ailleurs, on va peut-être y retourner bientôt. Hein. Bientôt. Moi, mon plan préféré, je pense qu'il y a un bon mélange de lore, ambiance et nostalgie, c'est Innistrad. Mais le Innistrad Eldritch Moon, le Innistrad bien dégueulasse, Très bon. ouais, un peu chtonien, avec des tentacules et des trucs un peu chelous, quoi. Je suis pas trop horreur gothique, j'aime pas trop ça, tout ce qui est loup-garou, vampire, voilà, ça existe, ça me dérange pas, quoi, mais j'avais vraiment bien aimé l'ambiance de Ténèbres sur Innistrad, qui était vraiment un peu pesante, un peu chelou, un peu en mode enquête. Ouais, le on côté sait pas enquête trop où on avec va. Jace. Ouais, et d'ailleurs, Jade, des tisseurs de secrets, ça reste un de mes Planeswalkers préférés. Ouais, je suis d'accord, j'aime beaucoup le design aussi, il est chouette. Et vraiment, Eldritch Moon, c'était un peu la consécration de ça. Oui, ce qui me faisait beaucoup rire, c'était le côté genre, oh, il se passe des trucs bizarres sur Ténèbres sur Innistrad. Ouais, c'est vraiment cool. Regardez, il se passe vraiment des trucs bizarres, il y a des tentacules. Ouais, c'est vraiment cool. Après, Wizard, ils ont fait, oh, c'est cool. Waouh, on t'y attendait pas. Il y avait ce côté-là. Et je pense que j'aimerais quand même glisser Kaladesh juste pour son esthétique. L'esthétique de Kaladesh est quand même ouf. Genre, on sait se dire, on va mélanger la magie du steampunk et du design un peu hindou. C'était genre. Ouais, je suis d'accord, c'est What un the fuck mélange complet. réussi. C'est un bon mélange réussi. Et toute cette période-là est vachement bien dans les designs de l'or. Hein. Même Ixalan, finalement, bon, ok, les Caraïbes avec les pirates, soit. Mais le fait d'y foutre les dinosaures en plein milieu, je trouvais ça vraiment, Mais c'est vrai que intéressant. toute la période là, c'est vraiment la période où j'ai commencé Magic. Et donc, Innistrad, Kaladesh, Amonkhet, Ixalan, Eldraine, c'est un peu plus tard, mais tout ça c'était que des créations. C'est des créations ex nihilo, non pas Innistrad, pardon, mais quasiment tout c'était des créations ex nihilo. Et il y a vraiment une identité de fou en fait dans ces plans, je trouve, qui est super chouette. Et accessoirement, c'était des plans qui étaient. Enfin, mécaniquement, c'était intéressant à jouer. Par exemple, Xalan, j'ai moins aimé, mais sinon, c'était hyper intéressant d'y jouer. Puis c'était des plans qui te faisaient voyager, là où on retombe un peu dans Dominaria et un petit peu dans la fantasy un peu classique de base. Ouais. C'était une des forces hein, de Magic, être capable de nous dépayser. Et non, ouais, c'était très inspiré. C'était très très inspiré. Et Capenna aussi. Hein. Capenna, ça m'a fait vraiment un effet waouh. C'est vraiment. Je regrette qu'on n'y soit pas resté plus longtemps que ça hein, sur Capenna. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Ouais, je comprends. Mais en fait, tout ce qui. Bon, ça se voit parce que je suis habillé un peu comme ça, quoi. Mais j'aime vraiment beaucoup toute cette ambiance un peu Gatsby, Art déco et tout. Je trouve ça hyper chouette. Et alors, j'aime bien cette ambiance art déco, mais ce qui m'avait dérangé dans Capenna, c'était le côté un peu Zootopia. Ouais. Où il y a énormément du coup de races très différentes et pour la plupart c'est des animaux anthropomorphes et j'ai un peu du mal avec ce délire de on prend un animal, on le fout sur deux pattes, ça fait une nouvelle espèce. Ça me fatigue un peu, je trouve que c'est un peu le choix de la facilité et le fait de leur foutre tous des vêtements similaires d'une société de notre époque, ça il y avait vraiment un côté Zootopia, et ça m'a un peu saoulé, quoi. Petite digression, t'as déjà lu Black Sad? Pas du tout. Je crois que je l'ai prêté. Mais Black Sad, en gros, c'est l'histoire de... j'ai oublié son nom. Un détective privé. Mais et du coup, c'est un univers où tout le monde est anthropomorphe. Mais ce qui est hyper intéressant, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait ce côté un peu rassurant de se dire, lui, c'est un chat noir. En fait, le héros, c'est un chat noir, mais c'est le détective privé un peu crasseux, qui va enquêter à l'arrache, mais qui retombe toujours sur ses pattes.
tu vois. D'accord, ok. Et du coup, tu rencontres des personnages et tu vois, t'as genre une fouine, et puis tu vois, elle est un peu comme ça et tout. Enfin, je sais pas, moi j'aimais bien, et du coup, il y a ce côté-là que j'avais bien aimé dans Capena. On va shooter les deux questions en même temps. Quel est ton Planeswalker préféré et celui que tu détestes le plus? Planeswalker préféré, c'est certainement Liliana, c'est la seule des... Oh putain, dur. Bon, j'aime beaucoup Liliana sans trop réfléchir parce qu'elle a une vraie évolution de personnage. Euh, c'est la méchante manichéenne du début pour au final avoir un vrai arc de rédemption en passant par plein de stades entre les deux et du coup ça en fait un personnage attachant ou en tout cas complet comparé à beaucoup qui sont juste pas exploités. Donc elle a ça en plus des autres. Le perso... le Planeswalker que j'apprécie le moins, c'est Jace. Parce que à chaque fois qu'il fait un pas en avant, il en fait deux en arrière, ça me fatigue. J'aime pas trop son identité, je trouve même que ses cartes sont peu pertinentes, même s'il y a eu quelques essais rigolos. Il m'inspire pas plus que ça, je trouve que c'est un symbole un peu vide. Je te rejoins assez sur Jace. Alors moi, mon Planeswalker préféré, je pense que c'est Dovinban. Pourquoi ça te fait? Qui? Dovinban, tu sais, le chauve bleu. Le Beldaken qui était sur, Ah, il y a beaucoup de bleu quand même. Non, ok, sur, je vois très bien qui sur c'est. Kaladesh. Je l'aime beaucoup mais je l'aime beaucoup dans la storyline de Kaladesh. Parce qu'il avait ce côté un peu James Bond avec le flegme très britannique. Oui, il était vraiment comme ça. Et je me souviens plus de la réplique, mais il a une punchline de malade quand il bute Baral. Je vois, ça perd Il complètement. bute Baral? Bah, il bute pas Baral, mais il y a un moment où Baral, genre, il est suspendu à une corniche sur un hélicoptère. Et, Ouais. enfin, Ok, très James Bond, ok, d'accord. Je l'ai. et voilà. Et du coup, il y a ce flegme en fait de Dovinban que j'aime vraiment beaucoup. Ok. Et accessoirement, c'est une des premières mythiques foils que j'ai ouvertes dans ma vie. Et du coup, il y a ce côté affect aussi de la carte où j'ai ouvert la carte et c'était là, genre. Trop bien. Ok, je peux comprendre. Voilà. Le Planeswalker que je déteste le plus, j'ai pas envie de parler de Jace aussi, parce que c'est trop facile de détester Jace. Comme c'est trop facile d'aimer Jace aussi, hein, d'ailleurs. Mm. Mais je pense que mon Planeswalker que je déteste le plus, c'est Teio. C'est celui qui fait de la trigonométrie avec ses mains. Ouais, d'accord. Parce que déjà, la carte est nulle. Déjà, la carte, elle me fait chier. Et quand on avait eu le spoil de l'illustration du bouquin Ravnica, Mm. il y avait ce personnage-là, en fait, sur la Ouais, couverture. il est même personnage principal, non? Enfin, c'est Euh, un des personnages ouais, principaux. c'est un des personnages principaux de l'histoire, tout à fait. Et bah, on s'attendait à ce qu'il y ait une version carte, parce qu'ils nous avaient annoncé quand même 36 Planeswalkers sur War of the Spark. Donc, on s'attendait à ce que la carte arrive. Et déjà, c'était une grosse déconvenue parce que la carte est nulle. C'est une Unco, ouais. C'est une Unco et elle est naze. Et en plus de ça, dans l'histoire, moi, le seul truc dont je me souviens, c'est que quand il Planeswalk, pour la première fois que son étincelle s'embrase, c'est parce qu'il est en train de regarder la chèvre qui est devant lui, en train de faire caca. Rien du tout, j'ai pas suivi ce Et passage, il mais a un d'accord. charisme d'huître. Voilà. Du coup, je ne t'aime pas, Théo. Voilà, sache-le. Ok. Question suivante. Quelle est ta créature légendaire préférée? Alors, ma créature légendaire préférée est certainement Savra, reine des Golgari. Euh, Encore une fois, il y a un côté nostalgique. Il me semble l'avoir ouverte en booster, hein, donc sur Ravnica 1. Et je pense que c'est même toute l'ambiance de la guilde Golgari à l'époque, et je pense que c'est pour ça que ça m'a autant marqué. Les arts m'ont vraiment sublimé, et notamment elle, où son art est absolument incroyable. Et je pense que c'est un des plus beaux arts de Magic, en tout cas un de ceux que je préfère sans hésiter.
Et toute l'ambiance de la guilde était complètement ouf. Et forcément, elle sublime tout ça. Elle sublime cette ambiance que j'aime beaucoup. Donc je dirais Savra, Reine des Golgari. D'autant plus que voilà, elle avait vraiment un délire de gameplay qui est bon, certes faible aujourd'hui avec le power creep, mais le fait qu'elle soit un peu pas de la tombe sur pattes, tu vois, ça m'avait vraiment impressionné. Puis est-ce que t'as un peu flavor aussi dans les mécaniques? Enfin, les mécaniques sont ultra flavor par rapport au personnage. Ouais, carrément. Non, c'était vraiment un personnage que j'aime beaucoup. J'adorerais le revoir remis au goût du jour. En tout cas avec des capacités un peu meilleures. Mais toujours inspiré de la version originale, j'adorerais beaucoup. Mais c'est surtout principalement pour l'artwork. Moi, je réfléchis depuis tout à l'heure avant qu'on a lancé le record et j'ai toujours pas trouvé. Je voulais parler de Fibletip, mais bon, j'ai quand même parlé de Fibletip. J'aime bien cette créature. En fait, j'aime bien l'idée qu'elle incarne, enfin, ce côté un peu easter egg que Fibletip a toujours incarné. Je pense que toute l'équipe de Magic Chic est d'accord avec moi là-dessus. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté un peu où est Charlie. Et, euh, et j'ai commencé une collection, enfin, j'ai commencé en fait il y a longtemps, hein, et je la continue toujours d'ailleurs, mais j'avais commencé une collection de cartes du coup où il y avait du coup toutes les illustrations de Fibletip, enfin où Fibletip est caché dans l'illustration. Et, euh, et j'aime vraiment beaucoup en fait bah, ce, l'idée qu'il incarne en fait dans Magic parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo et dans les jeux vidéo t'as souvent des easter eggs Mm. et c'est toujours kiffant de les trouver, de dire ah j'ai la ref, j'ai compris et c'est trop cool. Et donc voilà, et donc du coup moi je suis le genre de connard où quand vous jouez une carte, si jamais il y a Fibletip dessus, je dis oh tu savais qu'il y avait Fibletip qui était caché en illustration. Non, et puis c'est symboliquement, il représente, euh, il représente en fait le regard d'une créature, pour le coup de Ravnica, mais du monde de Magic, euh, autre que des Mm. personnages principaux. Mm. Et même le fait que ça soit un homoncule, donc il n'est qu'un œil, tu vois, ça englobe cette métaphore du fait qu'en fait il est le regard, euh, Mm. il est le regard d'un citoyen en fait de Ravnica vis-à-vis des événements qui s'y passent. Bordel qui se passe. C'est un observateur Ah, et du coup il subit le chaos, il subit un peu tout ça. Mm. Et on le voit, du coup, il nous offre cette perspective-là. Et du coup, je trouve le symbole intéressant. Ok. J'aime bien cette idée-là de qu'il est l'observateur extérieur, mais pas en tant que joueur ou en tant que lecteur, quoi, mais C'est vraiment ça, ouais. le personnage un peu extérieur qui dit c'est quoi ce bordel quoi. Et ça se voit vraiment sur sa carte, sur la carte du coup qu'il a enfin eu sur War of the Spark, où il est juste, on le voit en plein milieu, il est paumé et autour de lui c'est un bordel monstrueux. Il y a des zombies en lazotep, il y a, je sais plus ce qu'il y a qui se bat, mais il y a un milliard de trucs qui se battent derrière lui. Et juste là, il est juste là, il est juste complètement perdu quoi. Les ravages de la guerre. C'est ça, complètement perdu. Euh, Quels sont vos decks de cœur? Je pense que, histoire de raccourcir un peu, je dirais plutôt, si tu devais garder un deck de commandeur, ce serait lequel? Je triche un peu, je sais plus qui a posé la question. C'est super dur. C'est super dur parce que je suis quelqu'un de cyclique. Et du coup, il y a un deck que je vais vouloir garder à une période donnée. Et à la période d'après, je dirais que je voudrais garder un autre deck. Là, actuellement, je dirais que c'est mon deck parti. Donc, sur la base du préconstruit de Baldur's Gate, donc Orzhov parti. Pourquoi ce deck-là? Parce que c'est un deck toolbox où toutes les créatures sont utilitaires et à la fois arrivent à tenir le board. Donc du coup, il y a une capacité à générer du card advantage de façon très organique. Et je pense qu'actuellement, c'est un des decks les plus organiques que j'ai. C'est-à-dire que il n'y a pas de mauvais moment vraiment. Tu peux pas vraiment t'es pas game out avec ce deck. Tu peux pas trop être game out. Tu peux potentiellement revenir quoi qu'il arrive parce que la curve est très basse, que la qualité intrinsèque des cartes est très haute, que le commandant permet de générer pas mal de CA et que en plus de ça, c'est un deck qui tient le board.
Donc en fait, il excelle pas dans quelque chose, mais il est bon partout. Et donc du coup, c'est vraiment un deck qui est très plaisant à jouer. Actuellement, je dirais que c'est ça. Si je devais parler avec mon cœur, je dirais mon deck Brago parce que c'est un peu mon deck signature. En tout cas, personnellement, pas parce que je suis connu dans le monde pour ça, mais c'est un peu mon deck signature à moi, quoi. C'est vraiment le deck où j'ai passé le plus de temps à le build, que je l'ai depuis quasiment le début. Enfin, j'ai démonté mon deck Nissa, mais mon deck Brago, c'est genre le deuxième deck que j'ai monté après Nissa. Et je l'ai toujours eu ce deck-là. J'ai toujours kiffé ce commandant-là. Et accessoirement aussi parce qu'il est full pimp. Et du coup, il y a une somme d'argent monumentale dedans. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais en vrai, si je devais nommer un deck, je pense que je choisirais un de mes cinq decks monocolores. Parce que j'aime les jouer en fait. J'aime vraiment le côté pas prise de tête du monocolore. Et, euh, et chaque deck a sa propre identité. Je vais dire Ashaya. Je vais dire Ashaya parce que le commandant en fait propose un gameplay qui est tellement différent et qui sort un peu de l'ordinaire en termes d'interaction que c'est bizarre en fait. Le fait que HA transforme toutes les créatures en terrain, c'est à la fois un gros avantage et un gros inconvénient. On l'a vu, euh, on l'a vu hier soir, parce que du coup tu pouvais pas le cibler parce qu'il y a un truc qui disait un permanent non terrain, et du coup ça protège virtuellement tes créatures, mais d'un autre côté, bah, tu meurs sur Armageddon ou tu meurs sur Field of Wind quoi, ou Wasteland. Ouais, il y a ce truc-là qui est assez intéressant, et puis ça protège le Cyclonic Rift. Hein. Ça protège le Cyclonic Rift. Non, non, oui, c'est un deck qui est relativement intéressant. Le commandant en fait forcément un deck mono vert qui sera euh, pas pété, mais au moins fort. Il est hyper fort. Ouais, ouais, voilà, il est très fort et très naturellement. Mm. Pas besoin de, C'est ça. pas besoin de rajouter des grosses saloperies dans le pack pour rendre le deck dégénéré. Il sera naturellement Mm. très fort. Puis c'est une bête qui augmente ses stats à chaque tour, finalement. À chaque fois que tu vas poser une créature, techniquement, tu rampes. Ouais. Donc Mhm. c'est... Le deck est trop kiffant. Et à savoir, c'est que mon deck, c'est un deck combo. Enfin, mon deck mono... Et le fait d'avoir un deck mono vert combo, je trouve ça assez drôle. Mm. Et des fois, tu fais juste des plays de l'espace où tu fais crop rotation, où je sacrifie mon élève de Noir en coup supplémentaire parce que c'est un terrain. Je vais chercher Vesuva qui va copier Avenger of Zendikar qui trigger sur lui-même parce que c'est un terrain. Et enfin voilà, ça fait des boards. Enfin, ça peut faire vraiment des Ouais. plays vraiment. Des plays de ouf quoi. Et du coup, ouais, je pense que je l'aime pour ça, juste parce qu'il est très surprenant quand t'as jamais joué contre. Et je pense pouvoir dire qu'il est pas facile à piloter. Ouais, je pense qu'en fait, ça fait des interactions de nulle part. C'est ce qui fait sa force. Mais du coup, c'est ce qui fait aussi sa complexité. Un petit encart au niveau des questions, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui du coup va plus vous parler de notre méta-magie à nous, plutôt que vraiment des decks ou des cartes. Je vais donner du coup les deux questions en même temps, parce que je pense que le sujet est intéressant. Quelles sont les règles de notre playgroup pour avoir de bonnes parties, et quelles sont les règles qu'on s'autorise à briser? Pas de règles à proprement parler. La plupart du temps, je joue en commandeur très traditionnel, donc avec la bannice officielle. Euh, voilà, à proprement parler de règles de jeu, c'est à peu près tout. Euh, dans le Metamagic, je suis autorisé. Et ça depuis maintenant plusieurs années. Mais voilà, sinon, voilà, dans discussion pré-game, beaucoup, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai insisté à mettre en place, ou en tout cas, j'ai incité à faire en sorte que ça soit quotidien. Vraiment, on prend le temps de discuter. Ah non, ton deck machin, je suis pas très chaud de jouer contre. Voilà. Euh, Non, rien d'exceptionnel. Et quel deck, quelle règle on s'autorise à briser? À peu près toutes. Je m'en fous en fait. Faut qu'on me l'amène, on me l'explique et tout. Et j'ai pas vraiment de limite. Si tu me dis que tu veux jouer avec tes cartes de P9, pas trop chaud parce que je suis pas sûr que ça m'apporte une expérience de jeu vraiment chouette. Mais globalement, si tu me dis ah, je joue tel commandant d'un unset, ça me dérange pas trop. Euh,
Même si tu me dis que tu joues Emrakul V1 qui est banni, ça me dérange pas spécialement non plus. Genre, je suis complètement prêt à affronter et justement voir, tu vois, développer une opinion sur le sujet. Non, je veux pas spécialement de règles comme ça qu'elles m'autorisent et auxquelles je transgresse. J'ai à peu près le même avis que toi, hein, mais je pense que c'est pour ça qu'on fait du contenu ensemble. Euh, j'ai aucune règle particulière à amener, genre pas de Sol Ring ou de ce genre. C'est la discussion, hein, les enfants, il n'y a rien de. Il y a rien de mieux, hein. C'est ce qui fait, à mon avis, le sel du format, hein. C'est un format social, donc c'est un format où juste faut vous parler en fait. Donc j'ai pas de règles. Quoi? J'ai pas de règles particulières J'ai pas de règles particulières, et les règles prêtes à transgresser, pareil en fait, hein. Si vous avez envie de vous éclater avec du Prime Ball Titan, du P9, une partie mais pas deux quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ça va me saouler de... Je suis même pas sûr que Titan Vert ça soit si fort que ça. On a déjà eu cette discussion très longuement. Peut-être qu'on en fera un podcast. Mais, mais ouais, voilà. Puis, en fait, si la question, elle est tournée sur comment on fait pour avoir des bonnes parties, la réponse c'est parlez-vous. Et après, si la question c'était est-ce que vous avez des idées pour améliorer votre playgroup, Oui. parlez-vous. Mais limitez-vous en budget, limitez-vous en... Enfin, faites-vous une soft banlist de cartes que vous aimez pas. Éclatez-vous. Enfin, si vous avez envie de tester des commandants à bord gris, testez des commandants à bord gris. Ou vous voulez tester des cartes à bord gris, testez des cartes à bord gris. Enfin, y a pas- Ouais, c'est une question qui est un peu compliquée parce que si j'étends brièvement le sujet, ça dépend si on est une personne introvertie ou non, si on arrive à dialoguer, si on arrive à dire non, si on arrive à dire non, j'ai pas envie de jouer avec ça, j'ai pas envie de jouer contre ça, j'ai pas envie, même que ça soit humainement, hein, il y a des gens avec qui on n'a pas envie de jouer, et bah faut arriver à le dire. Et c'est compliqué. La question sociale dans un playgroup, c'est toujours un sacré nœud. Euh, J'estime qu'il faut, et ça à peu près dans n'importe quel domaine, rester bienveillant et motivé. Je pense que tu as soulevé un point qui est hyper important, qui est pas forcément sur lequel tu t'attends, mais un point qui est hyper important. Apprenez à dire non. Mm. Je pense que c'est un des trucs les plus... Alors, c'est le plus dur à faire quand on est timide, hein, mais de dire juste oui pour faire plaisir, c'est souvent ce qu'on fait, mais des fois, essayez de dire non. Et vous verrez que les gens ne seront pas complètement vexés ou fâchés contre vous parce que vous avez dit non, en fait. Si vous avez une personne en face de vous qui est bienveillante et qui vous demande si elle a le droit de jouer son deck Stax, et que vous n'en avez vraiment pas du tout envie, mais vous pensez que ça lui fait plaisir de dire oui, essayez de dire non. Ouais, vous l'imposez pas. C'est ça en fait. Ne vous imposez pas à vous-même pour faire plaisir aux autres. Des fois, pensez un peu à vous-même aussi. Pas trop, mais pensez à vous-même aussi en fait. Des fois, protégez-vous de temps en temps en fait. Je pense que c'est important. Et pas que avec des contresorts. Ouais, comme tu dis, hein, ça pourrait être le sujet complet d'un podcast parce que je pense que d'ailleurs c'est peut-être une des questions les plus épineuses, hein, le playgroup. Comment on fait pour comment on fait pour essayer d'avoir un playgroup sain? Parce qu'il y a énormément, et encore, on avait encore des témoignages hier, voilà, où il peut y avoir un mouton noir dans le playgroup qui bah, vient d'un autre format très compétitif et du coup qui vient avec bah, ses standards à lui, sans mauvais jeu de mots, mais du coup qui estime bah ouais la carte est légale, du coup je la joue et bah en fait si t'es dégoûté c'est ton problème, c'est pas le mien, t'as qu'à jouer de bonnes cartes. Bah pour moi c'est des comportements qui sont problématiques dans le sens où bah, c'est un jeu qui est avant tout social. Et si ton objectif c'est de gagner par n'importe quel moyen, et ça au mépris de la bonne expérience de tes partenaires de jeu, bah c'est pas toi totalement un connard, mais quand même un peu. Si t'es un grinder, c'est pas ton... enfin, c'est le problème de personne d'autre que de toi, mais si t'es là pour faire du commander, il y a 3 autres personnes autour de la table, donc... Ouais. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup, qui est tirée d'une expérience de vie, hein.
Compétition de volleyball euh, d'interville, hein, donc vraiment un niveau relativement bas. Et on affronte une équipe où dedans il y a un joueur qui est semi-pro. Et c'est des services qui t'arrachent les bras. Et du coup, il visait ses services sur une nana de l'équipe qui était plutôt frêle. Et vraiment, il envoyait des boulets de canon au point où bah, elle peut pas réceptionner, ou physiquement, elle ne peut pas réceptionner. C'est-à-dire que bah, elle se met en danger. Et le gars a mis 15 points comme ça. Et à la fin, bon, voilà, il a été médisant et tout ça. Il était pas à sa place, gars. Il était pas au bon endroit. Tu vois, pour faire ça, c'est pas l'endroit pour faire ça. Mhm. Tu tires pas comme un bœuf dans la tronche des gens de Catherine, 45 ans, enfin, qui joue le mercredi soir pour s'éclater, quoi. Bah là, c'est pareil. Si ton délire, c'est de venir casser du noob en commandeur, franchement, casse-toi, quoi. Bah, au final, enfin, oui, déjà casse-toi, ça c'est sûr, et de toute façon, à mon avis, tu risques de pas être le bienvenu longtemps en fait. Je sais pas. En tout Bah, cas, voilà. Après, c'est un extrême, hein, bien évidemment. Mais c'est des petites. Des fois, c'est des petits commentaires qui poussent à ça. Ouais, non, mais ça, c'est pas une vraie carte Magic. Vas-y. Et, essayer de tirer. Voilà. Je pense qu'il faut rester bienveillant quoi qu'il arrive. Et bah, d'expliquer à ces personnes-là que si elles veulent jouer avec vous, bah, il faut faire passer la convivialité et l'aspect ludique du jeu avant, avant, avant de gagner, tout simplement. avant tout le reste. Et puis même si le but de jeu, c'est de gagner, bah, le vrai but du jeu, c'est de passer un bon moment. Parce qu'à la fin, celui qui gagne, c'est celui qui s'est le plus amusé. J'adore dire ça, parce que ça n'a aucun sens. On enchaîne. On est à 1 heure. Que pensez-vous du lore et de son utilité / évolution? Tu veux commencer? Ouais, parce que ça risque d'être succinct. J'aime pas du tout ce qui se passe en ce moment, parce que ça ne n'attrait pas à ma nostalgie, et voir les Avengers dans Magic, ça ne m'intéresse pas non plus. Du coup, tout ce qui est Dominaria, Phyrexia, enfin New Phyrexia, pardon, et March of the Machine. Donc j'attends 2024 avec impatience pour retourner sur Ixalan et Eldraine. Ok. Voilà, désolé, c'est mon avis. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment parce que je suis très attaché au lore des Phyrexians et donc du coup, je suis content que cet arc arrive à une conclusion. J'ai bien aimé comment ça a été amené. Mais pour parler du lore de Magic en général, je trouve que c'est plein de bonnes idées et globalement une exécution en dents de scie, Ça c'est clair. où on a des chapitres et des passages d'histoire qui sont remarquablement écrits et d'autres qui pêchent énormément, euh, qui passent par tous les biais de facilité scénaristique possibles, qui créent des personnages sans âme, et bah, je trouve ça très triste parce que les matériaux sont propices à faire de belles choses, mais de toute façon c'est une problématique dont Magic n'a pas l'exclusivité, Oui. donc voilà, pour ma part j'ai arrêté de suivre par chapitre parce que je supporte pas cette baisse de qualité. Ça nuit profondément à mon immersion dans l'œuvre. Du coup, je me contente de suivre les faits ou fictions de Magic Chic parce que c'est toujours. Enfin voilà, leur narration à eux, elle est linéaire, elle est régulière et même si l'histoire pêche un peu, bah bien la raconter, ça rattrape souvent. Il y a un effort de réécriture qui est Ouais, fait, il y a qui est un très effort de agréable. ouais, sans changer les faits, hein. Mm. Mais du coup, le fait que ça soit mieux raconté, ou en tout cas raconté tout le temps de la même façon, euh, voilà, ça m'évite d'être potentiellement dégoûté. Je pense que ce qui fait la force et la faiblesse de la narration dans Magic, c'est qu'ils ont beaucoup d'auteurs différents. Mm. Et ce qui fait que bah, l'avantage, c'est que du coup, tu peux produire beaucoup de contenu et t'as des styles différents aussi pour raconter des pans d'histoire différents. L'inconvénient, c'est que du coup, c'est en termes de
Linéarité, constance. de constance. D'homogénéisation de contenu, ça marche pas, quoi. Mm. Ah, c'est le bordel. C'est le Non, bordel, et puis comme tu dis, c'est en temps de scie, en fait. non, et puis même on a eu droit à des bouquins où il y avait des incohérences dans l'écriture des personnages, dans ce qu'ils sont censés être et représenter. Euh, donc bon, je suis relativement... voilà, c'est ce que je pense du lore. Next one. Quelle est la meilleure carte du jeu et pourquoi c'est les pétitionnaires tenaces? Oui. Que pensez-vous de la meule? On en a discuté hier soir, en On plus. en a discuté hier soir. La meule, ça me pose pas de problème. Je suis content que dans Magic, il y ait une autre façon de tuer son adversaire. Donc déjà qu'il y ait plusieurs façons de tuer son adversaire et de gagner la partie. Donc moi, ça me choque pas. En Commander, encore moins parce que la majorité des cartes, à travers les différentes éditions, sont pensées pour meuler 60 cartes et pas 100. Aujourd'hui, ça commence quand même à changer. Il y a de bons payoffs qui permettent de meuler bien plus. Je comprends que certains puissent trouver ça frustrant. Moi, je trouve que c'est OSEF sur 20. Dans le sens où, de toute façon, dans la moyenne d'une partie, il est très rare de voir plus de 40% des cartes de notre deck, selon les decks. Donc, a priori, s'il y a des cartes qui partent directement au cimetière, statistiquement, c'est pas censé changer ton expérience de jeu. C'est juste frustrant parce que tu vois tes bonnes cartes partir à la poubelle, quoi. Et encore, et franchement, des fois, c'est juste une très mauvaise idée de jouer meule parce qu'il y a des joueurs qui vont juste se frotter les Il y en mains, a tu qui joues vont juste en Reanimator, profiter. tu joues Spellsinger, Bien sûr. t'es content, tu te frottes les mains, quoi, c'est tout, en fait. Non, mais voilà, je pense que Meul et plus généralement le cimetière, de toute façon, il faut comprendre que c'est un espace dans le jeu. Vraiment, hein, ça fait partie complètement du jeu, là où l'exil, c'est quelque chose un peu plus éloigné. Mais il faut considérer le cimetière comme étant, comme vraiment faisant partie de la partie. C'est une ressource. C'est une, C'est une c'est ressource une pour les ressource. autres. Donc, vous pouvez décider de pas jouer avec, mais c'est forcément à double tranchant. Ça existe, de toute façon. En fait, il faut savoir que ça existe. Est-ce que tu veux répondre à la question combien avez-vous dépensé dans Magic? Trop. Trop, de toute façon, au fur et à mesure des années. Après, je suis pas quelqu'un qui est dépensier déjà dans la vie. Dans Magic, j'essaie de me procurer plus ce dont j'ai besoin. Je m'amuse pas à avoir 30 itérations de la même carte, donc voilà, je minimise un peu les choses. Pour donner un ordre d'idée, j'avais calculé ça il n'y a pas si longtemps. Je dépense sur une sortie d'extension à peu près classique entre 120 et 200 euros vraiment maximum, voilà, par sortie d'extension. Okay. Donc je suis relativement raisonnable. Moi, je pense que je dépense de moins en moins dans Magic. D'accord. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est cher. Magic, c'est extrêmement cher. Ça augmente en prix. Et du coup, j'ai moins envie de soutenir financièrement un produit en lequel je crois moins. Voilà. Ça peut s'entendre. Deuxièmement, parce que je construis quasiment plus de decks aussi. Et ce qui fait que j'ai pas d'argent à dépenser en fait. Et j'ai pas de booster à ouvrir non plus. Comme tout un chacun, j'aime bien ouvrir un petit booster, c'est toujours kiffant d'ouvrir un petit booster, d'avoir le petit kick de dopamine. Dopamine, c'est retourné. Dopamine. D'aller voir la vidéo de Bandit à ce sujet. Mais je pense que je dépense de moins en moins d'argent dans Magic. Je peux te dire exactement combien d'argent j'ai dépensé dans One Piece TCG. C'est pas le sujet. C'est absolument pas le sujet. Mais enfin voilà, je ne sais pas quel est trop l'intérêt de la réponse à la question. Non, voilà, après, dans ma vie, je pense que j'ai dépensé beaucoup, ne serait-ce que pour acquérir une partie de la RL, de la réserve list. Forcément, ça fait des grosses dépenses. C'est compliqué à estimer. Là, comme ça, j'arriverai pas à le dire, mais voilà. Pour donner un ordre d'idée, je dépense entre 120 et 200 balles par mois.
Euh, Par mois ou par extension? Par Mais c'est la extension, même chose. Non, non, c'est non, la non. même chose de toute façon. Non, non, non. Par tête principaux, c'est à peu près ce que je dépense. Euh, voilà. Section suivante. On va parler un peu de création de contenu. On nous a posé 2 questions sur la création de contenu et on trouvait ça intéressant d'y répondre en tout cas. Comment conseilleriez-vous quelqu'un qui voudrait se lancer dans la création de contenu Magic? Tu veux que je réponde? Vas-y. Ok. On en a longuement parlé avec Bandy et Skull, donc je vous invite à aller écouter cet épisode-là parce que Bandy et Skull sont de très très bons conseils à ce niveau-là. La conclusion que j'en ai tirée en tout cas de cette discussion-là, c'est faites-vous plaisir. Prenez quelque chose qui vous intéresse. Ne vous forcez pas à faire du contenu parce que vous pensez qu'il faut que vous en fassiez. Faites pas du contenu arena parce que vous pensez que c'est ça qui va vous ramener des vues. Faites ce qui vous plaît. Faites avec les moyens du bord. Ça, c'est vraiment le conseil, je pense, qui est le plus important. C'est ne vous ruinez pas en fait à acheter des trucs qui vous serviront pas. Et dernier conseil que j'aimais bien de Antoine de Magic C'est Chic, c'est faites. Juste faites en fait. Et Skull avait exactement le même conseil parce qu'elle a quand même réussi à nous sortir des vidéos où il parlait par-dessus un PowerPoint. Antoine de Skull. Non, Romain de. Ah, Romain. Skull de. Romain. Oui, pardon. Skull De Skull. de Skull de Skull, qui lui a quand même fait des vidéos où du coup il parlait sur un PowerPoint, quoi. Donc autant dire avec du rien. Et Antoine de Café Magic. Café Magic. Oh putain, je suis vraiment la ramasse. Antoine de Café Magic qui donnait comme conseil juste faites. Faites du contenu. Ouais, c'est ça. Je pense il faut se mettre des œillères. Il faut arriver à se mettre des œillères, produire le contenu qu'on a envie de produire, prendre le temps de le faire, enfin de le faire comme on a envie de le faire, hein, pas le torcher, pas le machin. L'idée c'est d'être fier de ce qu'on fait, avant tout. Et en fait, le résultat, c'est vraiment après. Et l'idée c'est de récupérer les feedbacks de ce que vous avez produit et essayer de l'améliorer au fur et à mesure. Voilà, après si c'est des questions vraiment techniques, envoyez un mail, genre, et on vous donnera des pistes, hein. Mais je pense que si la question elle est plus dans quel mindset et avec quels objectifs, c'est plutôt cela. Ouais, je pense que c'est. Je pense que le meilleur conseil, en tout cas que moi j'ai tiré de toute mon expérience de création de contenu, de ma méga expérience de création de contenu, c'est il faut faire en fait. C'est juste qu'il faut faire et tant pis si ça marche pas ou si ça plaît pas, il faut juste faire parce que ça vous permet de pratiquer. Et même si vous postez pas le contenu en fait, C'est vrai. c'est important d'essayer, en fait de faire juste pour se faire la main et juste de se dire que ça on n'y arrive pas ou ça on n'aime pas ou on a besoin d'aide là-dessus ou voilà quoi. Enfin, moi j'ai fait le tout premier truc que j'ai fait avant de connaître Nox, j'ai filmé une table de CEDH sur Spelltable et je l'ai montée. J'en ai chié parce que j'ai essayé de donner un rythme et j'ai essayé de tout faire un truc. Et du coup, je l'ai jamais sorti. Enfin, cet épisode est sur mon disque dur quelque part et il est jamais sorti. Mm. Et voilà, puis faut essayer quoi. Faut Non, faire. voilà, après peut-être essayer de trouver votre patte. Ouais, ça je pense que ça s'acquiert Ouais, au fur et à mesure. certainement, mais Mais ouais, c'est important de trouver ce qui vous différencie. Pas de vous forcer à vous différencier des autres, mais trouver ce qui vous différencie des autres. ça peut être un ton, ça peut être un point de vue, ça peut être beaucoup de choses, hein. Peut-être que vous avez peut-être que vous avez des prédispositions, hein, une allocution particulière, ou au contraire, voilà, c'est juste un angle d'attaque d'un sujet qui a jamais été fait. Mm. Et du coup, donner une nouvelle perspective à un sujet qui a été exploité plein de fois, c'est avoir une patte. Et puis, appuyez-vous aussi sur vos propres forces, en fait, je pense. Mm. Moi, je suis quelqu'un de, je pense, très patient, mais pas très bon en montage vidéo. Et ce qui fait que je peux passer des heures et des heures sur des trucs juste à essayer de comprendre un truc et de pas y arriver, mais c'est pas grave, parce que moi, je sais que j'y arrive pas, ou je sais que j'y arriverai jamais, ou que je le ferai pas, mais ouais, appuyez-vous Sur vos forces, sur ouais. vos forces, ouais. Bon, ça, c'est un autre sujet. Là, on est plus dans du développement personnel.
quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses, mais on n'est pas là pour ça. Deuxième question qui est en lien du coup avec la création de contenu et avec ce qu'on vient de dire. Quel serait le matériel nécessaire pour le faire sur YouTube? Le premier, ça sera un micro. Même pas. Enfin, moi, les premiers épisodes, je vais vous montrer, les premiers épisodes du Pince Crâne, Ah bah voilà. je les ai enregistrés avec ce micro là. Donc autant dire, bon, on entend la différence de son, hein, mais juste ça. Ça suffit, un micro-casque. Tant qu'on vous entend en fait quand vous parlez, c'est le principal, hein. Je pense que le minimum du minimum qu'il vous faut, c'est un micro-casque, Audacity, ou n'importe quel logiciel de son avec lequel vous êtes à l'aise, mais Audacity c'est gratuit. Si vous voulez absolument faire de la vidéo, bon, Nox n'est pas d'accord avec moi, mais je vous propose, DaVinci Resolve, c'est gratuit. Et c'est gratuit, hein, je tiens à le préciser, c'est gratuit et c'est un outil qui est ultra puissant. C'est évidemment pas compatible avec la suite Adobe, mais c'est gratuit. Et c'est tout en fait. Et vous n'avez rien besoin de plus. Il faut quand même un PC qui tienne légèrement la route. Et s'il tient pas la route, et ben vous faites comme Skull, vous faites des PowerPoint. C'est tout, hein. Je pense que ouais, voilà. Et puis il faut du temps. Oui. Alors par contre C'est ça, chronophage. il faut accepter dès le début que vous allez perdre votre temps. Enfin que vous allez perdre énormément de temps à apprendre. Donc il n'est pas vraiment perdu, il est investi. Mais vous allez passer, je sais pas, genre 10 heures à faire une vidéo de 5 minutes, quoi. Enfin, C'est possible. enfin, quand vous voulez faire des effets un peu sympas et que vous voulez trucs. Mais sinon, voilà, quoi. Et sinon, après, bah, il y a ça, quoi. Il y a le Blue Yeti qui est une alternative qui est relativement bonne. Si vous voulez investir un petit peu, c'est une bonne alternative. Enfin, je pense que si jamais vous écoutez, enfin, si vous écoutez de manière un peu régulière la chaîne, bah, vous avez dû entendre la différence entre mon micro casque et mon micro Blue Yeti et ça. Alors après, là, on n'est pas forcément dans un référentiel parce qu'il y a la plaie à régler, mais bon. On fait avec les moyens du bord. En fait, on a toujours fait avec les moyens du bord. Voilà, on a récupéré quelques gadgets au fur et à mesure, mais ça reste beaucoup de débrouille. On est très très loin du niveau de bandit. On est à des kilomètres. Mais voilà, enfin, en réalité, il y a plein de petits problèmes techniques qui peuvent se régler avec des petits artifices. Avec du scotch et une couverture, quoi. Ouais, avec du scotch et une couverture, si vous voulez réduire l'écho, bon bah là on l'a pas fait, du coup bah on le paye en qualité audio, mais en même temps, un peu la flemme. Et mais Et puis en voilà. même temps, c'est la première fois qu'on fait ça aussi, hein. Oui, oui, bon, c'est la Enfin, moi, c'est la première fois que je fais un setup comme ça, hein. Non, ouais, bah, pour ma part, c'est pas la première fois, mais là, on s'est dit que ça passerait pour ce que c'est, quoi. C'est ça. Donc oui, bah, si vous voulez vous lancer, et que... En fait, c'est juste le truc, c'est le matériel, il est pas important. Le matériel, vous le prendrez après. Déjà, faites votre contenu et voyez après. Ça sert à rien d'acheter une bête de compète en termes de PC, un micro de ouf, et une caméra si vous n'arrivez même pas à les régler. Regardez, on est flou. Mais tout ça pour dire que juste faites votre contenu et vous démerderez après avec le reste, vous investirez après. Déjà, ça se trouve, en plus, le pire, c'est que vous allez investir, vous allez commencer, vous allez vous décourager et vous allez jamais continuer et vous aurez payé, je sais pas, genre un SMIC dans du matos, donc vous vous servirez plus jamais. Ou que vous en vendrez à moitié prix sur eBay. Ouais, bon, de toute façon, on n'est pas les meilleurs pour donner des conseils, on est un peu à yesh de ce côté-là. Mais voilà, ça c'est les conseils des flemmards de la création de contenu. C'est ça. Allez, on arrive sur la dernière partie, on a bientôt terminé. On va aborder comme une question qui est un assez gros sujet. Euh, Quels sont les projets pour l'avenir? Ah, les projets pour l'avenir. Eh bien, les projets pour l'avenir, concernant la chaîne, j'aimerais... Le premier truc qui me vient en tête, ça serait continuer Commander Theorycraft. Il y a plusieurs épisodes qui sont déjà écrits, que je n'ai pas pris le temps de tourner. Notamment à cause de contraintes techniques, hein. Ça va le sortir, ça va se faire. On va continuer à sortir des épisodes du Pince-Crâne, hein, forcément. Peut-être je vais m'amuser à faire certainement un peu plus de format short parce que c'est quelque chose que j'aime bien, c'est des choses que je peux torcher avec une note humoristique et permet d'aborder brièvement des sujets
un peu comme ça. Comme Blood Moon par exemple. Comme Blood Moon par exemple. Voilà, et de ton côté? Moi, mes projets pour 2023, j'essaye un peu de... Déjà, je suis assez content de la manière dont on a ralenti la création de contenu parce que moi, j'en pouvais plus. Donc, je pense que je vais essayer de retrouver un rythme qui me plaît. Je pense que mon objectif principal pour 2023, ça va être de réussir à retrouver un rythme qui me plaît dans la création de contenu. Déjà, c'est un objectif en soi. Et sinon, j'aime beaucoup les formats un peu informels que j'ai lancés, comme C'est quoi le commandeur ou Pince-moi le sel. Même si j'ai dit que j'en ferai plus. Je fais comme Orelsan, hein, j'ai dit que je mets tout dans le premier album et qu'il n'y aura pas de deuxième. Mais j'aime bien ces formats-là, un peu discussion, un peu léger. Et surtout l'expérience personnelle, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, dans le jeu en tout cas. Hein. Et surtout, un commandeur à l'Assemblée 2. Ouais, ça serait chouette. Ça serait vraiment, ça serait le feu. C'était trop cool. On a eu quasiment que du retour positif, 99% on va dire. C'était vraiment trop bien. Vous avez joué le jeu, enfin on vous l'a déjà dit, hein, mais Ouais. on vous remercie. Je pense que moi je vous remercierai jamais assez de nous avoir fait confiance et de nous avoir montré que bah les joueurs de Commander c'est pas des animaux et que juste en fait on peut jouer au jeu en fait. Non, c'est vraiment chouette d'avoir un melting pot de communautés de joueurs qui viennent vraiment d'endroits très différents. Du coup, c'était de Suisse, du sud, du très très sud de la France, vraiment vraiment de partout, des gens qui avaient jamais joué ensemble et qui ont réussi à s'entendre. Enfin, vraiment, j'ai pas eu l'impression qu'une seule fois il y a eu vraiment des feel bad et tout. En tout cas, peut-être qu'on n'est pas venu me les dire, mais globalement, j'ai eu que des retours positifs de tout le monde et ça m'a fait énormément de bien. Je pense que ça a fait beaucoup de bien à des gens qui étaient un peu dans une période un peu bizarre où même si ça faisait longtemps que le Covid était passé entre guillemets, hein, je mets des grosses guillemets, mais il n'y avait rien eu encore de réorganisé ou de choses comme ça, et le fait de pouvoir se retrouver, de pouvoir jouer, et surtout en fait être dans la même pièce que 120 autres personnes qui partagent une passion avec toi, ça fait te rendre compte que t'es pas juste un extraterrestre. Ouais, il y a Des fois moi j'ai un une peu ce immersion. côté-là. Hein. J'ai eu ces discussions avec mon pote Théo, qui disait que c'est difficile d'avoir des passions et de pas les partager avec ton entourage. C'est hyper compliqué hein, d'être investi à fond dans un truc, et tu te retournes et tu veux en parler à ta femme, bah tu peux pas, tu peux en parler à tes parents, bah ils s'en foutent, enfin ils s'en foutent pas, mais tu peux pas parler de trucs techniques. Et je pense que se retrouver comme ça, entouré de gens qui partagent une passion, c'est juste kiffant en fait. C'est juste kiffant. Donc, 2023, Commandant l'Assemblée 2. Un par an, ça me semble très bien. Pas plus, ça me semble déjà très très bien. À voir s'il y a des choses qui se développent, s'il y a des gens qui veulent essayer de faire leur événement de leur côté. Voilà, il y a peut-être des petits trucs en tractation, on verra ce que ça donne. Carrément, ouais. Oui, c'est vrai qu'en projet, on peut dire aussi que on est ouvert d'esprit, je pense à peu près à tout. Donc si jamais vous voulez, vous avez une idée. Oui. Tout. Si jamais vous avez envie, vous avez des envies, que ce soit des événements, du contenu ou ce genre de trucs, venez quoi. Hein. On vous dira peut-être non, mais mais en tout cas pas avant d'y avoir réfléchi pleinement. Dernière question. Dernière question. Dernière question qui va du coup être un sujet clore un peu, même si on fera un petit outro quand même. Comptez-vous mettre en place un système de financement participatif afin de vous soutenir? Alors, c'est pas à l'ordre du jour. En fait, j'ai un gros problème, c'est la publicité. Et ça me fait chier énormément qu'il y ait de la publicité sur YouTube. En même temps, si on veut tirer 3 euros, 3 euros de ce qu'on fait pour comment dire, minimiser les pertes, c'est toujours bien. Sur le papier, je suis pas contre, mais il faut que vous ayez aussi envie de le faire, et je vais pas m'amuser à monter un Tipeee ou quoi, si pour que 3 personnes me lâchent 1 euro, je m'en fous. Je fais pas, enfin, on fait pas ça pour l'argent. Même commandeur à l'Assemblée, on fait vraiment pas ça. Enfin, on a vraiment pas fait ça pour l'argent, et de toute façon, c'était
c'était pensé comme ça. Euh, Si vous avez envie de le faire, faites-nous le savoir et on montrera quelque chose et on montrera des contreparties et on fera ce travail-là. Euh, mais Parce que enfin, pour moi, je suis désolé, je te coupe, hein, mais ça rebondit un peu sur ce que tu dis. Pour moi, c'est un vrai travail de pas juste prendre votre argent pour prendre votre argent. oui, c'est vrai. L'idée, c'est ça. C'est pas juste, vous nous filez 50 balles par mois et, enfin, ne nous donnez pas 50 balles par mois, mais vous nous lâchez un billet par mois et c'est tout, quoi. Moi, je serais trop mal à l'aise avec ça, en fait. Je serais trop mal à l'aise avec le fait que vous nous donniez des sommes d'argent plus ou moins Je suis d'accord. raisonnables, tant que nous, on ait quelque chose à vous donner en contrepartie, en fait. Ça me ferait trop chier, donc... De toute façon, mécaniquement, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que si demain, voilà, il y a une demande et on ouvre quelque chose, euh, que, admettons, je vais dire une connerie, mais que il y ait que 300 personnes donnent 1 euro, ça ferait 300 euros. Et dans ce cas-là, forcément, le contenu va s'en faire ressentir, il va être beaucoup plus régulier, certainement de meilleure qualité aussi. Mécaniquement, je vais plus m'y consacrer, on va peut-être plus s'y consacrer. En tout cas, moi, c'est sûr, mécaniquement, parce que ça va me libérer du temps de travail professionnel pour faire un peu plus ça. Donc mécaniquement, ça va avoir une influence sur le contenu. Ça, pour moi, c'est une forme de contrepartie. J'essaierai de faire aussi des petits cadeaux, des easter eggs, des trucs, potentiellement des places de commandeur l'Assemblée gratuites ou des trucs comme ça. Je trouverai des trucs, hein, c'est bien évidemment. Mais on n'a jamais fait ça pour l'argent. J'ai pas spécialement envie de faire de YouTube ma vocation. Je fais vraiment ça pour l'amour du jeu, et voilà. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai rien à rajouter. Votre honneur. Splendide. N'est-ce pas petite conclusion, tu veux faire l'outro classique du pince-crâne ou... Alors attends, je vais essayer de reformuler ça. Qu'est-ce que tu aurais à donner à quelqu'un qui débuterait l'année 2023? Quoi? J'ai pas compris la question. Une œuvre ou un petit conseil karmique, tu vois, un truc, une habitude de vie ou genre une bonne résolution, tu vois. Essayez de savoir ce que vous aimez, parce que ce qu'on aime, on a envie de le protéger. Putain, la classe, ok. Je m'attendais pas à un truc aussi beau. Déjà, essayer de savoir ce qu'on aime, c'est déjà un bon conseil, parce que c'est pas évident. C'est important et c'est un peu contextuel avec notre époque. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre plein de choses. Que ça soit des acquis civilisationnels, même notre nature, dans le sens environnemental. Donc on est en train de perdre nos saisons, notre climat. Et si on a envie de les préserver, il va falloir y réfléchir sérieusement. Est-ce qu'on aime vraiment ces choses-là ou pas? C'est essayer de savoir ce que vous préférez vraiment dans la vie, pas juste ce dont vous avez besoin, parce que j'estime que va falloir, il faut de manière générale s'investir pour essayer de protéger ces choses-là. Moi, mon conseil pour 2023, c'est celui qui m'a un peu suivi en 2022. J'ai été pas mal déprimé à un moment, pour des raisons qui me regardent que moi, mais ce qui m'a permis de me rattacher un peu à juste aller bien, c'est quand ça va pas, le conseil que je vous donne, quand ça ne va pas, regardez autour de vous et rendez-vous compte de la chance que vous avez. Moi, c'est des choses qui me, qui me, que j'ai tendance à oublier et de se dire, en fait, je vais partir d'un postulat très con, mais si vous écoutez notre podcast et si vous nous regardez, c'est que vous avez déjà un niveau de vie qui est relativement aisé, ou en tout cas qui est relativement bon. Juste regardez autour de vous et rendez-vous compte de la chance que vous avez. Moi, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai un bureau, enfin, je suis littéralement dans un bureau, hein. C'est pas ma chambre, c'est pas mon salon, c'est une pièce qui est dédiée à ça. J'ai une femme que j'aime, c'est pas lui, mais j'ai aussi un très bon ami que j'aime. Et
concentrez-vous sur l'essentiel et n'essayez pas d'acquérir des choses qui pourraient vous rendre hypothétiquement heureux. Vous avez déjà autour de vous ce qui pourrait vous rendre heureux. C'est un peu présomptueux, je pense, mais voilà, ce serait mon conseil. C'est contentez-vous de ce que vous avez déjà et, regardez à quel point ces choses-là ont de la valeur. Et il y a ce côté un peu aussi protéger ce que vous aimez. Ouais, si Magic ça vous prend la tête dans la vie, c'est que vous n'avez pas vraiment de problème. Enfin bref. Yes. Bon, et ben ça fait 1h30, un peu moins. Pas mal, hein? C'est relativement. C'est plutôt pas mal. Pour à peu près autant de mise en place. Donc, bah, c'était la vidéo des 1000 abonnés. Merci de nous suivre. Ouais, merci beaucoup. Merci d'être là avec nous, de nous envoyer vos petits commentaires, même si des fois c'est juste pour dire first, ça nous fait plaisir de voir que... Ça me fait rire. Mais ouais, n'hésitez pas à continuer de nous faire vos retours, hein, peu importe la plateforme, hein, que ce soit sur Discord ou quoi, que vous aimeriez voir, même s'il y a des choses dont vous n'êtes pas d'accord, hein, ça me... Moi, je suis très très chaud, je suis très très chaud de progresser. Et bah voilà, montrez aussi que vous êtes là parce que je pense que c'est ce qui nous donne envie de continuer. En fait. Clairement. Quand on voit que même si une vidéo ou quoi, elle a du succès en nombre de vues, mais qu'il n'y a pas peu de réactions, bah c'est toujours une fausse victoire. J'ai toujours un peu l'impression qu'on a fait ça pour rien. C'est ça, alors qu'un contenu qui a potentiellement un peu moins marché, mais qui a sollicité un intérêt plus profond, bah ça fait vraiment plus plaisir, quoi. Ouais, bah merci. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Merci à toi aussi d'être là, Seb, ton avis. Merci à toi d'être chez toi. Et je suis tout le temps chez moi. Et puis bah on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2023. On va essayer d'être à la hauteur de vos espérances. Et puis on vous dit à bientôt. Et plein de beaux top decks. Et pas trop de manettes. Bisous. Ciao, ciao. La folie,